La débat contraste néanmoins curieusement avec les articles que Zola a écrits sur la Commune au moment des faits. Rentré à Paris le 14 mars 1871, il rend compte au jour le jour des événements pour la cloche. Chroniqueur parlementaire à Versailles, il n'a que mépris pour cette assemblée de poltrons qui abandonne le vrai Paris aux émeutiers. Renvoyant dos à dos les factieux de l'hôtel de ville et les intolérants aveugles de l'Assemblée, il réclame des élections régulières et légales qui désamorceraient celles du comité central. Mais l'Assemblée veut l'affrontement. On lui demandait une loi de conciliation. Vite, elle s'est empressée d'en confectionner une qui organise la guerre civile. Elle supprime leurs 30 sous aux gardes nationaux et rend exigible le remboursement des prêts augmentés des intérêts au bout de 7 mois, condamnant ainsi à la misère les Parisiens qui n'ont pu vivre de leur travail pendant le siège. C'est pourquoi Zola décide de participer aux élections du 26 mars. Lorsque la Commune est proclamée, il s'enthousiasme pour cette expérience de démocratie directe. Jamais nation n'avait donné un pareil spectacle. Ne venons-nous pas d'inaugurer un système qui doit tirer à jamais la France des empires et des monarchies? Entre Versailles, qui discute misérablement, et Paris qui se réconcilie devant les urnes, j'avoue qu'instinctivement, je suis pour cette grande et noble ville, qui n'a peut-être eu un dernier accès de fièvre que pour augmenter nos libertés. Jusqu'au 15 avril, il défend la Commune contre les calomnies de la droite, qui hurle à la terreur rouge. Il soutient ces mesures sociales. Il voit en elles l'aiguillon nécessaire qui contraindra Thiers à rendre une entière liberté à la capitale. Il ne me déplaît pas que Paris ait affirmé par une insurrection sa volonté, écrit-il le 27 mars. Cela fera réfléchir M. Thiers. Mais le chef du pouvoir exécutif n'a pas l'intention de sortir pacifiquement de la crise. Le 2 avril, les Versaillais engagent le combat. Le 3, 2 chefs insurgés, Flourens et Duval, sont exécutés. La Commune répond à ces provocations le 5 par la loi des suspects. Tout complice supposé de Versailles sera retenu en otage, et chaque exécution d'un communard entraînera celle de 3 otages. Les gens de Versailles auront du sang jusqu'à mi-jambe pour entrer ici, et longtemps ils garderont au talon la boue sanglante des routes, prophétise Zola le 6 avril. L'histoire jugera d'un mot l'insurrection du 18 mars, mais elle sera plus dure pour le pouvoir régulier, qui, après avoir abandonné Paris, ne sait y rentrer qu'à coups de canon. Quand la cloche prend parti contre la Commune, il refuse de hurler avec les loups. Le 18 avril, le journal est suspendu. Zola continue alors anonymement ses chroniques dans le sémaphore de Marseille, mais il n'est plus de cœur avec la Commune. Les solennelles niaiseries qu'il entend dans les clubs, les atteintes à la liberté de la presse, le vandalisme, l'arrestation des réfractaires et les prises d'otages lui sont insupportables. Plein de compassion pour les vrais ouvriers, pour ceux que des besoins ou des convictions poussent sous la mitraille, il condamne le petit noyau composé d'intrigants qui essaient de se créer une position dans le sang français, et les coquins qui veulent la Commune pour piller les maisons des riches. Il fustige les farouches, qui jouent un pastiche grotesque de 93 et qui privent 5000 personnes de travail en suspendant les journaux mal pensants. La Commune, qui trouve immoral de laisser les ouvriers travailler la nuit, devrait comprendre qu'il est encore plus immoral de les empêcher tout à fait de travailler, écrit-il. Menacé d'être arrêté à titre d'otage, il quitte Paris le 10 mai et n'a plus que des informations de seconde main sur les événements. Quand Paris flambe, il condamne la Commune, mais de retour à Paris, il change de ton. Le 27 mai, il dit l'affreux serrement de cœur qu'il éprouve devant les tas de cadavres empilés sous les ponts. Il évalue lui-même le nombre des victimes à 20 000. Il met en balance les 64 otages tués par les insurgés et les monceaux de cadavres qu'on brûle comme un tas d'ordures malsaines dans les casemates transformées en fours crématoires. Il réclame ensuite inlassablement l'amnistie et défend les 45 000 prisonniers des Versaillais, des malheureux dont plus de la moitié sont innocents. Il fustige les conseils de guerre et la commission des grâces, qu'il rebaptise commission des exécutions.
Au risque de passer pour un communeux, Zola ne veut voir dans les misérables qui ont siégé à l'hôtel de ville que des gens fort doux, un peu fêlés peut-être, mais incapables d'une vilaine action. Il conclut surtout de manière diamétralement opposée à ce qu'il écrit dans la débâcle. Puisque l'expérience nous a montré que plus on taille l'arbre du mal, plus les fruits empoisonnés se multiplient, il serait temps peut-être de chercher à greffer l'arbre au lieu de vouloir l'émonder. Greffer l'arbre au lieu de vouloir l'émonder, c'est justement ce que Zola cherche à faire dans Travail, le deuxième de ses évangiles républicains. Le roman commence là où se terminait Germinal. Domptés par 2 mois de grève, les ouvriers des hauts fourneaux d'une aciérie retournent au travail. C'est alors que l'ingénieur Luc Jordan découvre leur misère. Il mettra tout en œuvre pour transformer l'Abîme, une fabrique de canons, en cité pacifique et radieuse, la Crècherie. La Crècherie sera vouée au fer civilisateur des chemins de fer. Il invente le four électrique qui libère les travailleurs de l'exploitation. Le labeur n'est plus que de quelques heures par jour. L'ouvrier échappe à l'abrutissement en variant les tâches. Il bénéficie de tous les bienfaits de la civilisation, l'éducation, le logement, la culture. Théâtre, bibliothèque, laboratoire sont ouverts à tous. Et le capitalisme s'éteint de lui-même, sans qu'il soit besoin d'attentats ou de grève générale. Les paysans s'associent à l'œuvre de Luc, fournissant le pain aux ouvriers qui leur fournissent les outils. Et les commerçants, ces intermédiaires parasites dont Germinal montrait la collusion avec les exploiteurs, disparaissent. La bourgeoisie elle-même trouve enfin son salut dans cette œuvre de progrès. Alors que sa race s'étiolait dans la névrose des femmes, les débauches des hommes et les tares de leurs rejetons, elle se refait du sang neuf en s'alliant au peuple, régénéré par l'instruction. Dans le roman des origines, la fortune des Rougon, autant dire la prospérité bourgeoise, commençait par une usurpation, par un détournement d'héritage, spoliant la branche prolétarienne de la race. Il faut rendre. Tel est le leitmotiv de Travail et la conviction profonde d'Émile Zola.